Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du livre à lire quand la science se raconte. Notre programme pour sa 3e année consécutive, après les thèmes de la nature et de la lumière, se propose d'aborder un thème plus aérien puisque nous allons nous intéresser au ciel, à l'espace et aux technologies qui leur sont liées. Parmi les technologies liées à l'aérien, le drone fait l'objet d'un véritable engouement. Mais comment cet étrange objet volant est-il apparu? Quelle technologie met-il en jeu? Son pilotage est-il vraiment un jeu d'enfant? Que dit la loi sur son usage? C'est à toutes ces questions que répond l'ouvrage de Frédéric Botton, journaliste spécialiste de la question, Les drones de loisirs, publié aux éditions Erol. Et comme chaque année, notre émission a la chance d'être accueillie dans un lieu exceptionnel en lien avec notre thème. Nous sommes donc cette année au musée volant Jean-Baptiste Salis de Cerny-la-Ferté-Alais et nous retrouvons immédiatement Brigitte Salis pour nous présenter les lieux. Le nom de la famille Salis est associé à l'aviation en fait depuis Jean-Baptiste Salis, qui lui est né en 1896 et qui a effectivement découvert l'aviation avec Blériot qui fait la traversée de la Manche en 1909. Ensuite, il s'engage dans l'armée et on va dire il devient pilote pendant la guerre de 14 et après toute sa carrière aéronautique va suivre et il aura un Blériot beaucoup plus tard et il aura une collection d'avions que son fils va ensuite continuer. Le musée a été créé il n'y a pas si longtemps mais en fait la collection existe déjà donc depuis ce petit Blériot de Jean-Baptiste Salis, donc on va dire après la guerre de 40 et ensuite elle s'est étoffée d'une part avec le cinéma qui a permis de construire ou de restaurer certaines machines et puis aussi avec une collecte systématique de toutes les vieilles machines par mon mari, Jean Salis, et ensuite qui s'est étoffé, on va dire des copains, donc des associations, donc une activité professionnelle pour des musées ou du cinéma, et puis beaucoup de bénévoles qui font vivre ces associations qui nous entourent. Alors chaque pièce a une forte personnalité, on va dire qu'on a 60 machines, donc vous voyez ça représente toute une épopée aéronautique depuis les tout débuts quasiment jusqu'aux années 70 en passant par donc, des avions de la guerre de 14, des avions de sport et de voltige de l'entre-deux-guerres, des avions de la Deuxième Guerre et aussi des avions du début du voyage aérien. Donc il y a des pièces remarquables pour le pilotage ou des pièces remarquables dans l'histoire de l'aviation. Les appareils ici sont classés par époque. Donc la petite contrainte, c'est que ce sont tous des avions qui volent. Donc forcément, il faut faire attention que les derniers qui ont volé doivent bien être retournés dans leur hall, puisque nous avons 5 halls qui représentent, on va dire, les débuts de l'aviation et la guerre de 14. Ensuite, nous avions l'aviation sportive, la voltige essentiellement, avec aussi une grosse collection de Morane, des avions parasols. Ensuite, nous avons toute une histoire de la voltige jusqu'aux années 70. Et puis après, nous avions la guerre de 40. Et puis les débuts du voyage aérien qui commencent aussi en même temps. La plus ancienne, c'est un petit Blériot de 1909, donc type traversée de la Manche. Et puis la plus récente, on va dire qu'on est dans les avions de voltige des années 70, avec un Cap 20 par exemple, qui a appartenu à l'armée de l'air et qui a remporté des championnats de voltige. Alors, le principe ici de ce musée, qui est un musée volant, c'est que les avions, soit ils sont déjà en état de vol, soit ils doivent le devenir. C'est notre objectif premier. Frédéric Botton, bienvenue sur le plateau du livre à lire quand la science se raconte, consacré cette année au thème de l'air, l'espace et le ciel. Le début de notre émission est un peu rituel, il n'a pas changé pour cette 3e saison. Nous commençons toujours notre programme en faisant réagir notre invité au lieu qui accueille l'émission. Aujourd'hui, on va parler des drones et on se trouve en fait au musée volant Salis. Alors, que vous inspire le fait d'être déjà dans ce musée et de tourner une émission sur les drones dans un tel espace? Merci de l'invitation et bonjour. L'endroit est mythique. Les avions qui sont présentés sont des avions de légende. Moi, ça me fait rêver. Tout petit, j'ai construit des maquettes de ces avions. J'ai rêvé d'être dedans. Je n'ai jamais réussi à être dedans. Ce sont les ancêtres des drones. Au sens où on les entend, au sens très militaire, des drones, ce sont les ancêtres, ce sont des choses qui volent. La seule différence, c'est que tous ces avions étaient pilotés par des pilotes à bord.
Oui, voilà, parce que c'était la question suivante que j'allais vous poser. Vous dites ce sont les ancêtres des avions, mais quel lien peut-on faire entre le monde de l'aviation et le monde du drone? C'est une question que vous abordez dans votre livre et en fait, j'ai remarqué que vous releviez plutôt des oppositions que des ressemblances. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, les avions, le point commun, c'est entre les drones et les avions et les hélicoptères, il y en a quelques-uns là-bas, ce sont des engins volants. Voilà. Ça, c'est le point commun. Après, les différences sont énormes. Quand on est à l'intérieur d'un véhicule, ça n'a rien à voir avec le fait d'être à l'extérieur du véhicule. Dans un drone, il n'y a personne. Le pilote est au sol. Ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire qu'on ne prend pas le même risque. Et que le pilote, si le drone se crache, le pilote n'a rien. Il n'y a que la machine. Il n'y a que la machine et éventuellement... bon, si la machine a fait un dégât sur quelqu'un. Ou quelque chose. Ça peut être un bâtiment, des personnes. Il y a une notion de pilotage à l'extérieur. Quand on est dans un avion, on est dans un environnement où la droite, si on tourne à droite, on va à droite. Si on tourne à gauche, on va à gauche. Quand on regarde un drone, c'est comme une voiture radiocommandée. Si la voiture est dans le sens de la marche, on va à droite, et on y va. Si la machine revient vers soi, eh bien les commandes sont inversées. Ça oblige à une gymnastique intellectuelle qui est parfois un petit peu compliquée et qui demande pas mal d'expérience et d'heures de vol. Il y a une différence, c'est quand on est en vol en immersion, je ne sais pas si on l'abordera tout à l'heure, le vol en immersion, c'est quand la caméra à bord filme et envoie le retour vidéo au sol. Dans ce cas-là, le pilote est comme s'il était assis dans le siège. On est presque dans de la réalité augmentée. On est dans une certaine... oui, c'est de la réalité augmentée. Alors c'est une vraie réalité parce que... L'avion vole vraiment. Et le drone, la machine, le drone vole vraiment. Mais c'est du virtuel puisqu'on n'est pas à bord. Alors, et là on retrouve... le pilote retrouve les sensations de l'avion, c'est-à-dire il va à droite, ça va toujours à droite. D'accord. Alors on voit que vous êtes très connaisseur de la question, mais justement ma question suivante c'est comment êtes-vous connaisseur? Comment en êtes-vous venu au drone? Quel est votre parcours et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé au drone? Alors mon père était pilote d'avion, militaire puis ensuite civil. Je m'y suis intéressé forcément et il était aussi aéromodéliste. Il adorait faire voler des petites choses. Alors à l'époque, moi ça ne m'avait pas tellement fait flasher parce qu'il volait avec des planeurs et je trouvais ça particulièrement casse-pied parce qu'il volait pendant des heures et des heures à chercher des pompes. Les pompes, ce sont les endroits chauds, d'air chaud pour pouvoir monter et ça durait des après-midi entiers. Donc pour un enfant, c'était insupportable. Ah ouais, c'était casse-pied. Et puis les avions, il existait déjà des avions à moteur, mais c'est des moteurs thermiques, donc ça faisait un boucan pas possible, ça semblait un peu dangereux, donc je n'avais pas accroché. Et puis plus tard, quand je dis plus tard, c'est bien plus tard, sont arrivés des tout petits hélicoptères radiocommandés qui s'appelaient les Picouses. Absolument. Alors ces hélicoptères, on les pilote, en fait pour être clair, ils nous pilotaient plus qu'on les pilotait parce qu'il n'y avait que deux voies pour être clair, on pouvait monter et descendre et puis aller à droite et à gauche. Et on ne pouvait même pas avancer, il fallait mettre un petit poids à l'avant pour avancer. Mais c'était très amusant parce qu'on avait un moteur électrique qui ne faisait pas de bruit, qui pouvait être piloté en intérieur, donc c'était sans danger, sans investissement majeur, ni en budget, ni en temps. Donc c'est l'aiguillon, ça, pour vous? Ça, oui, c'est le déclic. Et puis, la technologie a évolué très, très, très rapidement. D'accord. Mais alors, quel est votre métier d'origine? Alors, d'origine, je suis développeur. D'accord. Donc, informatique. D'accord. Et puis, j'ai basculé à la trentaine comme journaliste dans les nouvelles technologies. Et il se trouve que ce sont des nouvelles technologies. Et si les drones, là, de maintenant, sont des engins exceptionnels et très autonomes, c'est parce qu'ils sont bourrés de technologie. Et c'est une technologie qui vient de l'informatique qu'on connaît, en particulier le smartphone. Donc finalement, vous avez réuni toutes vos passions en une et vous êtes devenu journaliste spécialiste de drone. Absolument. D'accord. Alors, ça me permet de poser la question suivante. Comment est apparue la technologie du drone? Comment c'est apparu? Bon, là, vous avez un peu souligné le lien avec l'aéromodélisme, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une origine militaire du drone? Comment est-ce que c'est apparu? Si, alors le terme drone, c'est un mot qui désigne un appareil militaire. Ce sont les avions sans pilote qui partent au combat, soit pour faire de la reconnaissance, soit larguer des bombes avec tout. Voilà. Et c'est une connotation assez dure, assez parfois négative,
que les gens ont et qui se transmet malheureusement souvent sur l'utilisation professionnelle ou de loisirs. Alors, nous, pilotes de drones pour les loisirs, on préfère dire multirotor, parce que ce sont des machines à plusieurs rotors, et puis parce que surtout, on ne dit pas drone. En fait, on ne donne pas ce terme qui a une connotation négative. On a quelque chose qui est beaucoup plus neutre et qui décrit mieux la machine. Parce qu'en plus, drone, maintenant tout le monde sait ce que c'est, mais finalement on ne sait pas trop ce que c'est. En tous les cas, tout le monde emploie ce mot-là. Tout le monde emploie ce mot-là. Multirotor, c'est plus rare. Bien sûr, c'est pour les passionnés. Nous, on adorerait que ça soit beaucoup plus commun, mais on ne se fait pas d'illusions. C'est le mot drone qui reste. Et le drone, c'est quoi? Ça peut être une machine militaire qui part au combat à des milliers de kilomètres, pilotée par exemple en France ou aux États-Unis et qui part dans les pays où il y a des combats. Ça peut être un appareil de prise de vue pour une émission de télévision. Ça peut être un appareil pour faire de la voltige pour le particulier qui adore réussir à perfectionner son pilotage. Donc le nombre spectre d'usages du des drones est très vaste. Et puis il y a les drones qu'on appelle à voilure fixe, c'est-à-dire ce sont des ailes, donc c'est un avion. Alors il y a les avions, les ailes, l'équivalent même du parapente. Et puis il y a les voilures tournantes. Alors les voilures tournantes, ce sont les hélices. Et c'est là où on revient au terme multirotor. Mais alors tout à l'heure, quand je vous demandais comment un peu cette technologie était apparue, vous avez fait un parallèle avec par exemple le smartphone. Et ça me permet de poser une question plus large. Quel est le lien entre le drone, ou le multirotor si vous préférez, et l'électronique qu'on utilise dans notre vie quotidienne? Dans un smartphone, il y a énormément de capteurs. Le smartphone sait s'il est à l'horizontale, s'il est à la verticale. Il détecte la lumière pour régler l'écran. Il a un GPS, il a un accéléromètre, un gyroscope. Il a plein de petits composants. Avant, il fallait quand même un équipement qui prenait de la place. Et puis ça c'est devenu minuscule. Un gyroscope, avant, c'était quand même une boule qui tournait. C'est une toupie, pour simplifier. Là, maintenant, c'est juste un composant, une puce, qui n'a plus rien à voir. On ne sait même pas ce que c'est quand on le voit. On voit juste un composant et on se dit qu'est-ce que c'est. Et tout a été réduit et rentré dans la taille d'un smartphone. Ça a été le déclic pour les constructeurs de drones qui avaient besoin de simplifier la tâche du pilote, c'est-à-dire de stabiliser la machine quand elle gigote comme ça parce que le pilote ne pilote pas bien, parce qu'il y a du vent, parce que le équilibrage de la machine n'est pas bien fait. C'est l'électronique qui s'en aperçoit et qui compense. Alors dans le cas d'un multirotor avec tous les moteurs, il y a un moteur qui va aller plus vite que l'autre. Si c'est le pilote qui devait le faire tout seul, il n'y aurait pas beaucoup de drones qui le voleraient parce que c'est très complexe. Avec l'électronique, tout est géré automatiquement. Alors, on va plus ou moins loin dans la stabilisation. Le gars qui veut faire de la voltige aura besoin d'un minimum de stabilisation. Celui qui va faire de la prise de vue aura besoin non seulement de la stabilisation du drone, mais en plus de la stabilisation de la caméra qui est à bord, un peu comme une Steadicam. Et tout ça, c'est l'électronique qui vient du smartphone. Donc en fait, très clairement, c'est le smartphone qui a permis d'obtenir les drones de maintenant. D'accord. Alors, vous montrez justement que toujours avec ce smartphone, on peut même piloter donc un drone. Deux questions à ce sujet-là. Est-ce que vous avez une explication de comment est venu cet engouement extraordinaire pour le drone de loisir? Tout à l'heure, vous expliquez toutes les fonctions du drone militaire. Bon, on les comprend, ce sont des fonctions pratiques. La guerre a ses nécessités. Mais pourquoi, à votre avis, il y a eu comme ça un engouement énorme du drone? Tout le monde veut avoir un drone aujourd'hui. Pourquoi, selon vous? Il y a deux raisons. La première, c'est, on se souvient que ça vient de l'aéromodélisme, le drone. L'aéromodélisme, avant, c'était quand même un terrain avec de la place pour lancer un avion, pour atterrir. Avec un drone, un multirotor, on décolle de là où on est. On a besoin d'un espace qui est très restreint. Avec 2 mètres d'espace, on peut décoller. On peut passer entre les arbres et on est en l'air. Ça change tout. Parce qu'on n'a plus besoin de terrain, on décolle de là où on est. Ce qui risque de poser des problèmes autres. Mais voilà. On décolle de là où on est et ça change tout. La deuxième raison, c'est la caméra. Avant, l'activité filmique. Oui, tout à fait. Alors, tout le monde rêve de ça. Tout le monde rêve d'être un oiseau.
et puis de voir le paysage d'un autre point de vue. Et c'est très chouette d'avoir de voir une la vue planète. panoramique. Voilà, on a un petit côté voyeur parce qu'on peut aller regarder les choses auxquelles les autres n'ont pas, mais pas que. C'est simplement que c'est plus la beau beauté d'en haut. d'un paysage, Et etc. si vous regardez les émissions des télés nationales, dans les reportages à grande écoute, il y a plus de questions, bien sûr. Il y a toujours des images, et d'ailleurs ça peut être même déceptif, parce que vous arrivez à un endroit touristique où vous dites « Oh, c'est super !» Et puis depuis le sol, c'est pas la même chose. Voilà. Mais bon, voilà, ce sont les deux principales sources d'intérêt. Alors, paradoxalement, cet engouement, le fait que cette technologie soit liée à un électronique de tous les jours pour nous, est-ce que ça fait du drone quelque chose que chacun est capable de piloter facilement ? Alors là, la question... C'est une grosse question. Oui. Tout le monde a envie, est-ce que tout le monde peut ? Alors, théoriquement, tout le monde peut. D'accord. Théoriquement, tout le monde peut, parce que c'est comme toutes les activités. Au début, c'est pas facile. Il suffit d'apprendre. L'avantage avec les technologies dont on a parlé, de smartphones, enfin d'électronique embarquée, c'est que plus on avance, plus la technologie simplifie la tâche du pilote. C'est-à-dire que maintenant, il existe des drones qui décollent tout seuls. Vous appuyez sur une touche, il se met en l'air. D'accord. Et puis, il ne dérive même pas à droite et à gauche. Il a une caméra qui pointe vers le sol et qui s'aperçoit du déplacement, donc il corrige tout seul. Et puis, s'il monte et il descend, il a un baromètre altimétrique, qui est toujours un tout petit composant, qui s'applique à remettre les gaz tout seul. Donc, en fait, on peut le mettre en vol, ici, dans ce hangar, aller boire un café et revenir dans des minutes. L'électronique vous donne l'impression que vous avez du talent, quoi. Exactement. Alors ça peut être un problème. Oui, voilà. Ça peut être un problème. Pourquoi ? Parce que si l'électronique vient à lâcher, pour plein de raisons. Ici, par exemple, dans un hangar, le GPS ne va pas bien passer. Donc il va peut-être passer parce qu'il y a des vitres, mais pas bien. Donc en fait, la précision du GPS va s'amenuiser. Donc l'engin qui est là avec sa position de GPS va dériver et il s'en apercevra pas. Et là, ça pose forcément problème à un autre quand... Est-ce que tout le talent illusoire du nouveau pilote de drone disparaît et là, il faut faire face à sa vraie compétence. Et donc, du coup, alors, votre livre est aussi un guide sur le pilotage. Quelles sont les règles élémentaires pour apprendre à piloter un drone au tout début, selon vous ? Je parlais tout à l'heure des voitures radiocommandées avec l'orientation dans l'espace. Le principal au début, c'est d'acquérir des réflexes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une situation de panique, il n'est pas question de réfléchir. Est-ce que le drone est dans tel sens? Est-ce qu'il est en train de monter, de descendre? Il faut être capable, à tout moment, de récupérer le contrôle et de comprendre dans quel sens il est. Et ça, il ne faut vraiment pas réfléchir. Ça s'apprend, voilà. C'est un réflexe. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut bachoter, il faut travailler, il faut voler. Plus on vole, plus on a d'heures de vol, comme les vrais pilotes. Là, j'allais vous dire, c'est comme les avions. Et mieux c'est. D'accord. Et avec le plus de machines possible pour avoir une variété de type de matériel, parce qu'on s'aperçoit que avec une machine très haut de gamme qui est très assistée, on est très dépendant de l'électronique. Ce qu'on disait, et puis si jamais quelque chose flanche, c'est pas la même chose qu'un tout petit qui lui peut tomber. Finalement, c'est pas bien grave. Mais alors voilà, j'arrive dans un magasin, je veux piloter un drone. Il y a beaucoup de marques différentes. Il y en a qui sont très connues, qui renvoient à certaines apparitions. On ne fera pas de publicité aujourd'hui. Mais alors, comment je choisis mon premier drone? Comment je m'y prends? Alors souvent, on me pose la question, quel drone je dois prendre pour faire de la photo? Voilà. C'est souvent le point d'entrée. Et moi, je réponds, ne prenez pas un drone pour la photo dans un premier temps. Commencez beaucoup plus humblement avec une toute petite machine. Donc, au lieu de la payer 1500 €, 1500 € que vous pouvez cracher en un quart de seconde si ça se passe mal, vous allez payer un drone, allez, 40 €, grand maximum 100 €, et puis vous avez une machine qui va vous entraîner. Ça va vous prendre, allez, 2 mois maximum, si vous en faites un peu tous les jours, chez vous, à l'intérieur. Pas question d'aller dehors, là vous êtes chez vous, vous faites ça tranquillement, de votre canapé. En milieu clos, alors dans un appartement. En milieu clos, et les bibelots ne risquent rien, le vasming de l'entrée ne risque rien, il n'y a pas de souci. Et ça vous permet d'acquérir ces réflexes hyper importants. Quand cette étape est passée, là, allez-y, achetez une machine qui convient aux besoins. Mais réellement, une machine à 40 €, elle est le marchepied à une machine à 1500, etc. Oui. D'accord. Oui. C'est vraiment... en plus ça avance, plus la technologie
est miniaturisé, donc on arrive à des toutes petites machines qui ont les mêmes caractéristiques que des très grosses. D'accord. C'est assez impressionnant. Alors, dans votre livre, donc, vous abordez, comme le titre l'indique, surtout le drone de loisir. On vient un petit peu de détailler quelles étaient les fonctions, les intérêts que pouvait avoir un drone de loisir, le voir voler, prendre des photos, faire de l'activité filmique. Pourquoi n'avoir abordé que le drone de loisir, alors que quand même au début de votre livre, vous faites une tripartition des drones, finalement, vous distinguez le drone de loisir, le drone civil et puis le drone militaire. Alors, le drone militaire, on en a aussi parlé, mais pourquoi vous n'avez parlé que du drone de loisir? Alors, le drone de loisir, c'est pour le grand public, c'est pour s'amuser. Principalement la compétition et le plaisir de voler. D'accord. Le drone professionnel, c'est une autre on passe sur un autre registre. Ça suppose une activité lucrative. Enfin, absolument, bon, voilà. on est sur un travail professionnel. On n'a pas la même activité, ce ne sont pas les mêmes choix de vol, c'est-à-dire que, par exemple, décoller pour filmer pour le plaisir un sapin, c'est facile, on tourne autour comme on a envie. Mais décoller avec les ordres d'un opérateur, d'un réalisateur, d'un scénariste, pour filmer le sapin, c'est-à-dire monter, tourner à telle hauteur, remonter, réaliser le plan comme on veut. C'est pas la même chose. Bien sûr. C'est beaucoup plus contraignant, c'est beaucoup plus difficile, c'est un peu énervant aussi. Et puis il y a plein d'autres contraintes qui vont arriver. Quand on a un drone de loisir et qui a une sale météo, eh ben on décolle pas. Et quand il y a un travail professionnel qui se profile, la météo, ben, il faut faire avec. C'est pas la même chose. Voilà, on n'est pas sur le même univers, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Et donc vous trouviez que pour la clarté peut-être du propos de votre livre, de mêler tous les types de drones, ça faisait un propos peut-être trop touffu, trop dense, trop compliqué, et trop hétérogène. Voilà, tout à fait. On aurait eu une Bible énorme qui aurait été totalement indigeste. Alors, est-ce que vous envisagez quand même de faire, finalement, vous avez alors une trilogie devant vous, puisque là, vous venez de sortir le drone de loisir, vous pouvez maintenant faire le drone civil. Non, je ne vais pas le faire parce que j'ai des confrères qui le font exceptionnellement bien. D'ailleurs, il y a un livre dans la collection Erol qui parle de la prise de vue aérienne, rien que ce domaine-là. On ne parle pas d'aller surveiller un champ pour le faire de l'épandage, faire de la thermographie de bâtiments pour savoir où sont les fuites de chaleur. Que de la prise de vue, ça justifie un bouquin. D'accord, oui, alors c'est dire pour le reste des autres fonctions. Mais alors se pose maintenant un problème en creux avec cet engouement du drone. Bon voilà, on a vu récemment, parce qu'au début, comme toute activité nouvelle, elle manquait d'encadrement juridique. Tout le monde a voulu un peu se lancer là-dedans et on a vu très récemment, il y a une affaire qui a fait l'objet qui a intéressé les médias. Je crois que c'était un jeune homme de 18 ans qui avait réalisé, moi j'ai vu le film, je crois que c'était à Nancy, des vues absolument magnifiques de Nancy, mais il ne rentrera pas dans l'histoire pour ces vues magnifiques de Nancy. Je crois qu'il est rentré comme étant le premier sanctionné pour avoir fait un vol en agglomération comme ça, sans avoir demandé la permission. La question en creux, par derrière ce que je viens de vous dire, c'est quelles sont les règles juridiques de base à connaître pour utiliser un drone, à savoir que finalement le drone de loisir, paradoxalement, il est aussi très limité, non? Je disais tout à l'heure, on peut décoller de n'importe où, c'est vrai, mais c'est pas toujours bien. Là, on est sur un aérodrome, il n'est pas question de décoller avec un drone à l'extérieur. Imaginez qu'il y a un avion qui arrive en approche et que le drone soit en face. D'accord. Ça ne va pas aller. Alors ça vaut, ce que je viens de dire là, vaut pour tous les aéroports, tous les aérodromes, tous les héliports, toutes les hélistations. Il y a 36 termes. Quand je dis hélistation, si vous êtes en montagne, à la montagne, a priori, il n'y a personne. Oui, mais un avion peut passer. Un avion peut passer, un planeur, les planeurs sont souvent très bas, un hélico de secours. Donc il faut toujours être très prudent. Alors, il y a quand même des règles simples que la DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui gère tout ce qui est trafic aérien civil, a énoncé. Alors, il y a la loi, comme d'habitude. La loi, c'est incompréhensible, on ne peut pas s'en sortir. Et pourtant, nul n'est censé l'ignorer. Bien sûr, mais voilà, même les professionnels ne s'en sortent pas, c'est très compliqué. Alors, la DGAC a fait quelque chose de très bien, c'est qu'elle a énoncé 10 points. 10 points clés à respecter. Si on respecte ces 10 points, ça va déjà. On rentre dans le cadre à peu près. On est bien. Alors, quels sont ces 10 points? Alors, les 10 points, je ne vais pas tous les citer parce que vous les connaissez quand même. Bien sûr. Le 10e, c'est par exemple de se renseigner. Donc, ça n'a pas. Quand on ne sait pas. C'est une évidence, d'accord. Voilà. Mais je vais citer les principaux. Le principal, c'est ne jamais voler en zone urbaine. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, dès que vous êtes. Dans des habitations. Du jeune homme de Nancy. Voilà, là, absolument. Il était à Nancy sur la place Stanislas. Non, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des bâtiments, parce que voilà, il y a une activité.
et qu'on n'est pas tout seul. Et un drone d'une certaine taille, c'est dangereux. C'est un risque humain. Il y a des hélices, ça coupe, voilà. Donc jamais en zone urbaine. Alors ça veut dire que ça peut être compliqué. Quand on est à la plage, est-ce qu'on est en zone urbaine ou pas? Alors parfois oui, parfois non. C'est là où il faut se renseigner. Mais il faut se dire une chose, c'est quand on a des habitations à proximité, c'est non. Voilà. Alors, mais par exemple, je suis dans mon jardin, je suis chez moi, mon domaine est clos de murs, je décide de faire du drone dans l'espace de mon jardin. J'ai le droit? Alors, il y a une espèce de tolérance pour la propriété privée. C'est-à-dire que soit la sienne, soit avec l'accord du propriétaire. Ça n'empêche qu'il faut quand même respecter les autres règles. Si vous avez une propriété qui est en dessous d'Orly, malheureusement vous allez entendre du bruit, mais surtout vous allez avoir des avions qui passent à proximité. Si vous perdez le contrôle de votre machine, il peut y avoir un incident, voire un accident. Donc, il y a une tolérance, mais... le bon sens commande. Le bon sens, alors le bon sens c'est très compliqué parce que tout le monde n'a pas le même bon sens. et surtout parfois on n'en est pas conscient. D'accord. Parce qu'on ne sait pas parfois qu'il y a un couloir aérien. Donc il faut se renseigner, c'est hyper important. Ça c'était pour la zone urbaine. Donc oui, quand on est chez soi, à faible hauteur, oui. Et dans un environnement où il n'y a pas trop de menaces, disons. Tout à fait. Après il y a une limite de hauteur. Il n'est pas possible de dépasser les 150 mètres de hauteur. Alors pourquoi? Parce qu'au-dessus des 150 mètres, c'est l'aviation habitée. En dessous, il n'y a personne, sauf pour les endroits où ils atterrissent et ils décollent. Donc chacun se réserve son espace. Il y a des subtilités sur les 150 mètres. Il y a des subtilités sur les 150 mètres pour l'abaisser à certains endroits, à proximité justement des aéroports. Là c'est compliqué, il faut se renseigner. D'accord. Après on ne survole pas de personnes, de rassemblement de personnes. On revient sur l'exemple de la plage. Si c'est une plage déserte, allons-y, on peut voler. Si c'est une plage où tout le monde est en train de bronzer, il n'est pas question de voler. D'accord. Même chose au-dessus d'un concert, même chose au-dessus d'une école, d'un camp de scout. Voilà. Dès le moment où il y a des personnes, on ne les survole pas. Mais alors finalement, on se rend compte que le drone de loisir, à contrario de l'engouement, il est finalement très limité par la loi et qu'on n'a pas le droit de faire finalement grand-chose. Tout le monde veut le faire et la loi restreint les possibilités. Je n'ai pas dit que c'était un reproche, mais c'est quand même un constat. Mais souvent, on a envie de faire ce qui est excitant et du coup pas forcément légal. Si on est dans un village, on a envie d'aller voir le clocher et ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc oui, bien sûr. Mais il reste tellement d'endroits où on peut faire quelque chose que ça va, il n'y a pas de problème. Alors, juste d'un mot comme ça, quelles sont les évolutions technologiques attendues pour les drones et que vont-elles apporter d'un point de vue fonctionnel à cette technologie ? Il y a des espèces de modes qui se mettent en place avec l'électronique. En ce moment, il y a une mode qui est le follow me. Alors, le follow me en anglais, ça veut dire suis-moi. Le principe, c'est venu par les sportifs. C'est-à-dire qu'en fait, les sportifs à vélo ou en running avaient envie de se filmer, c'est très narcissique, hein, mais de se filmer en pleine action tout seul. Pour ça, le drone est super. Et alors, avec l'électronique, on a un bracelet, par exemple, ou un smartphone avec son GPS. Le drone en l'air a son GPS, il fait la liaison et il peut très bien suivre, pointer la caméra. Et on a des super images vues d'au-dessus. Alors, c'est une superbe mode. C'est quelque chose qui va se développer à une vitesse folle. Il y a juste un risque. C'est que pour l'instant, les drones sont, pour la plupart, non équipés d'outils de détection d'obstacles et d'évitement, parce qu'il y a deux phases. Alors, on imagine, on est au ski, on est en train de skier, on a un drone qui nous suit en train de faire des pirouettes, et puis passe un téléski au-dessus. Si on n'a pas d'outils de détection et d'évitement, eh ben, le gars dans le télésiège risque de prendre un obstacle. Eh bien écoutez, Frédéric Botton, nous vous remercions de votre venue et de tout ce que vous nous avez appris sur ces drôles d'objets volants que sont les drones. On retrouve tout cela donc dans votre ouvrage dont je rappelle le titre, Les drones de loisirs aux éditions Erol. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous pour le second volet du livre à lire quand la science se raconte, consacré cette année au thème du ciel, de l'air et de l'espace.